Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'info dans le rétro. Comme chaque semaine, une émission d'histoire pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Un an après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, que faire ? Que faire de ces jeunes gens coupables d'actes terroristes ? Les déchoir de leur nationalité, même s'ils sont nés français ? Voilà un débat qui agite depuis plusieurs semaines le gouvernement et l'ensemble de la classe politique. Certains imaginent apaiser les débats en proposant d'appliquer l'indignité nationale. Déchéance de nationalité ou indignité nationale, voilà qui plonge ses racines dans la Seconde Guerre mondiale et qui en dit beaucoup sur le débat actuel. L'historienne Bénédicte Vergès-Chaignon sera en plateau pour en parler avec moi. Mais avant cela, un autre enjeu, un an après les attentats de janvier. Il y a quelques jours, dans ses vœux à la jeunesse, François Hollande a réaffirmé sa volonté d'étendre, je cite, le service civique afin de renforcer le lien entre les jeunes et les valeurs de la nation. Un sujet de Solène Nicolas. L'engagement citoyen était au cœur des vœux à la jeunesse de François Hollande ce soir. Un engagement qui passe par l'extension du service civique. Comme il l'avait suggéré lors de ses vœux aux Français, François Hollande compte bien donner un nouvel élan au dispositif. Je veux permettre à tous les jeunes de faire cette expérience. D'ici 3 ans, il devra accueillir la moitié d'une classe d'âge, soit près de 350 000 jeunes par an, au lieu d'à peu près 120 000 cette année. Et pour aller étape par étape vers la généralisation effective au-delà de 2020, c'est-à-dire à ce moment-là que toute une génération aura pu faire un service civique. Voilà, le service civique. Pour en parler avec moi, Hervé Drivillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur d'histoire moderne, spécialiste des questions militaires à Paris 1. Quand vous voyez ça, l'historien que vous êtes replace dans son contexte, dans sa longue durée, la question du service civique. On a beaucoup parlé du service militaire, puis du service national. Est-ce que c'est un troisième temps de l'évolution du service sous les drapeaux, enfin sous les drapeaux symboliquement peut-être ? Oui, c'est véritablement un troisième temps, puisque jusqu'à présent, l'idée de service rendu à la nation et l'idée de fabrication de la citoyenneté a toujours été intimement associée à l'idée d'un service militaire. On concevait difficilement autrement que par le service militaire l'idée qu'on puisse former des citoyens. Ça, c'est un héritage très lointain, presque de la Grèce antique. Le citoyen soldat. Alors, exactement, de la Grèce, de Rome qui a surtout cristallisé les modèles, et en particulier sous la Révolution française, très rapidement, dès l'année 1793, et en particulier la levée en masse, qui est vraiment la naissance de l'idée d'un service militaire universel, puisque le décret de la levée en masse indique que tous les citoyens sont placés en état de réquisition. Ensuite, projet qui se prolonge, puisque la levée en masse est unique. C'est un cas unique, on fait une levée et ensuite les gens sont renvoyés chez eux. Les garçons. Les garçons, bien sûr, et en particulier ceux qui sont véritablement mobilisés sont les jeunes célibataires âgés de 20 à 25 ans. D'accord, donc pas tous les citoyens quand même. Pas tous les citoyens. Et c'est ensuite avec la naissance de la conscription en 1798 que là, un système de service militaire obligatoire est mise en place. Alors, en réalité, je viens de dire d'ailleurs service militaire, j'aurais dû dire tout simplement conscription, c'est-à-dire la nécessité d'être inscrit sur des listes, mais tout le monde n'était pas soumis au service militaire, seul un tiers, en fait, de chaque classe d'âge partait véritablement, et on faisait la sélection sur des critères physiques et aussi par tirage au sort. Alors la question du service civique, pour autant, on a dit un troisième temps, c'est vrai que si ça devient la norme pour les jeunes Français, ça sera vraiment un troisième temps. Pour autant, j'aimerais vous faire réagir à une première archive, on a des archives de l'INA dans cette émission. On est en l'été 1942, on manque de bras dans les campagnes, et un an plus tôt, un peu plus d'un an, en mars 1941, le régime de Vichy a pris une décision importante, vous allez voir qu'on parlait déjà de service civique. La terre de France a besoin de bras. Aux champs, les femmes sont restées souvent seules. Jeunes des villes, jeunes inoccupés, c'est à vous qu'il incombe de soulager leurs peines. Voici l'été, les moissons, bientôt les vendanges. Le service civique rural vous attend. Vous devez secourir la terre française.
Alors, notion de service civique rural, nécessité fait loi ou bien derrière, il y a une vraie volonté d'impliquer davantage la jeunesse française? Alors, il y a une nécessité évidemment qui est le fait que beaucoup d'hommes sont prisonniers. Donc, il faut remplacer cette force de travail qui fait défaut. Mais il y a au-delà un véritable projet politique. Car ceux qui sont visés, ce sont, je cite le reportage, les jeunes des villes et les jeunes sans occupation. Il y a quelque chose un peu de jeune oisif. Mais évidemment, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un projet moral, un projet de restauration de l'ordre moral, alors qui caractérise véritablement le régime de Vichy, mais qui renvoie aussi à une autre problématique qui va au-delà de Vichy, mais que l'on trouve dans l'Allemagne nazie, que l'on trouve dans l'Italie fasciste, c'est cette idée de la formation de la jeunesse, des camps de jeunesse. Oui, mais donc ça veut dire que même si les contextes sont éminemment différents, il y a déjà l'idée que le service civique doit former une certaine jeunesse, un nouvel homme, un nouveau jeune Français qui rentre dans une idéologie de l'époque. Exactement. Et ça, cette dimension, finalement, a toujours existé, mais de façon incidente, de façon secondaire. C'est-à-dire qu'auparavant, le service militaire avait pour mission essentielle de contribuer à la défense de la nation, évidemment, mais on lui trouvait également des vertus civiques, y compris sous la Révolution française, et ensuite au grand moment de la mobilisation pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a ces deux niveaux-là, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité, alors qu'elle soit militaire ou en l'occurrence économique sous le régime de Vichy, et ensuite la dimension civique, l'idée que l'armée ou toute forme d'embrigadement eh bien, contribue à la formation du citoyen, voire à la formation morale des individus. Alors, dans les années 60, et notamment après mai 68, la jeunesse, voilà, il y a une forme d'antimilitarisme qui va gagner les rangs de la jeunesse. Il ne s'agit pas de remettre en cause forcément le service sous les drapeaux, mais peut-être de le réinventer, de le réaménager. Et j'ai découvert, je ne savais pas, qu'un député de Paris, François Missoff, qui est le père de Françoise de Panafieux, dépose un projet de loi qui vise effectivement à mettre en place un service civique. Et à l'époque, en janvier 1970, un reporter se promène dans les rues de Lyon. Vous allez voir la réaction des jeunes plutôt favorable, pas tous, mais en tout cas plutôt favorable à ce projet de loi. Ça vous intéresserait de faire un petit peu votre service militaire ou plutôt un service d'action civique, faire de l'action sociale ou des choses comme ça? Moi je suis entièrement contre, je suis pour le service militaire, ce qui permet à un homme de passer de l'adolescence à l'adulte. Vous avez fait votre service militaire? Oui, j'ai fait 18 mois en Allemagne. Et je trouve ce projet vraiment une très bonne initiative de la part du gouvernement. Vous pensez que ça peut être utile? Oui, ça peut être utile. Oui, ça peut. On peut aider les gens, certains gens, surtout en France où la mentalité dans les campagnes est assez, on peut dire assez reculée. Ça pourrait les aider à évoluer. Ce serait très profitable. Bon, alors on va pas considérer que tout cela est absolument juste, mais en tout cas, c'est l'avis de la jeunesse française. Alors, mettons de côté le premier considère, lui, qu'il faut faire le service militaire, que ça fait d'un enfant à un homme, finalement, un rite initiatique de passage. Ouais. C'est un moment, quand même, de débat très intense sur le service militaire. On verra d'ailleurs la réaction de Michel Debré dans un instant, en 1973, quand le débat va rebondir à nouveau. C'est une période vraiment particulière autour du service national. Effectivement, puisque là, donc, on sort de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, et également de la guerre d'Algérie. Bien sûr. Au moment donc où des appelés du contingent ont été envoyés faire la guerre et où on a mesuré effectivement tout le potentiel, alors à la fois bien sûr de mobilisation nationale, mais aussi justement dans un conflit comme celui-ci, le potentiel déstabilisateur d'un tel dispositif. Et effectivement, la guerre d'Algérie, enfin les conflits post-coloniaux ont nourri un fort antimilitarisme, une forte contestation, justement, de cette association entre militarisme et entre citoyenneté. C'est cette équation-là qui a été fondatrice de la République. Je rappelle que la République est proclamée le 21 septembre 1792, au lendemain de la victoire de Valmy. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un lien très intime entre la République et le service militaire, et ce lien-là a été fortement critiqué dans les années 60 et 70. Et alors justement, on sent que certains résistent à cette rupture historique finalement entre le militaire et le civisme, la citoyenneté. C'est notamment le cas de Michel Debré. On est le 1er avril 1973, il est encore pour quelques jours seulement ministre de la Défense. À votre avis, on ne peut pas remplacer le service militaire par un service civique? Le service civique, c'est autre chose. Je ne sais pas d'ailleurs très bien ce que c'est. Que veut-on faire des jeunes que l'on prendrait pendant 1 an?
Veut-on en faire une main-d'œuvre agricole? Veut-on en faire une main-d'œuvre pour les ponts et chaussées? Veut-on leur faire construire des maisons? Ce n'est pas impossible. Il faut un certain nombre de mois d'instruction si la tâche est délicate. Et je suis persuadé de vous à moi que si cela était généralisé dans un pays comme la France, les organisations syndicales et les entreprises trouveraient que l'État leur ferait une concurrence déloyale. Et en toute hypothèse, il faut savoir ce que l'on veut. Le service civique peut remplacer le service militaire s'il n'y a plus de défense. Mais si l'on veut une défense, c'est à la fois l'instruction du jeune homme pour être un soldat, c'est à la fois la composition des unités pour avoir des régiments, et c'est enfin une chance éventuelle pour une mobilisation qui est en cause. Et le service civique ne remplace pas tout cela. Voilà, c'est presque une la palissade. S'il y a pas, voilà, il faudrait qu'il n'y ait plus de défense. Donc on sent presque une incapacité à penser, en tout cas une guerre presque générationnelle finalement entre des jeunes gens nés après la Seconde Guerre mondiale et un Michel Debré qui, lui, est d'une génération qui a connu la guerre, qui a connu la décolonisation et qui peut-être reste attaché à ce lien. Ah oui, et qui est tout à fait dans cette idée donc fondatrice de la République, qui est que c'est dans l'armée qu'on forme le citoyen. Il évoque d'ailleurs aussi une critique qui accourt encore aujourd'hui un petit peu d'ailleurs, qui est l'idée de ne pas, par le biais du service civique, constituer une main-d'œuvre à bon marché qui pourrait venir effectivement concurrencer et créer une main-d'œuvre avec un statut dégradé. Et ça, cette critique existe encore. Ce qui est très intéressant, c'est que si on suit le raisonnement de Michel Debré, théoriquement, à partir de 1996, quand Jacques Chirac décide de passer à l'armée de métier, on n'a plus besoin de jeunes sous les drapeaux, en tout cas dans les casernes. Et donc c'est le moment, si on suit la logique, de créer le service civique. Est-ce qu'à l'époque, il y a eu un débat là-dessus? Très peu. Très très peu. Le débat, il a porté sur l'efficacité ou non du service militaire, sur le fait qu'il ne jouait plus son rôle d'intégration sociale parce que... Et puis aussi parce qu'il y avait moins de menaces extérieures. Alors voilà, l'Europe, le projet européen, les années 90, la fin de la guerre froide. Voilà, exactement. Ça, c'était le constat de départ, si vous voulez. C'était le constat de départ qui amenait finalement l'armée à redéfinir ses missions dans la mesure où la perspective n'était plus la perspective de la défense du territoire, puisqu'on était en paix avec nos alliés, et que l'Europe désormais était en paix. Et donc, la perspective qui s'offrait, c'était de former une armée dont les missions seraient essentiellement des missions extérieures, telles que venait de le montrer et la crise de l'ex-Yougoslavie et la première guerre du Golfe. Et donc, ce constat a amené l'idée que désormais, donc, il fallait redimensionner l'armée, qu'on n'avait plus besoin d'une armée de masse. Mais un constat qui va montrer ses limites assez vite, puisque j'aimerais bien qu'on regarde la une de notre partenaire de l'Obs, qui cette semaine nous a envoyé une une, ça s'appelait encore le Nouvel Obs, c'était en 2005, au moment pourquoi l'incendie, au moment des émeutes urbaines dans les banlieues françaises, et à ce moment-là, on s'est dit, oups, peut-être qu'il manque quelque chose comme lien entre la jeunesse, et peut-être l'école ne suffit pas, comme lien entre les jeunes et la citoyenneté, entre les jeunes et les valeurs de la République. Et c'est à ce moment-là, en 2005, qu'on a reposé la question, qu'on a posé la question du service civique. Est-ce qu'on a perdu du temps? Alors, on a perdu... C'est très difficile de juger a posteriori, mais ce qui s'est passé, c'est une inversion des priorités. On disait tout à l'heure que le service était d'abord militaire parce que le besoin était militaire et que on considérait que accessoirement ça avait un avantage dans l'idée de la fabrication de la citoyenneté. Désormais, la hiérarchie s'est inversée, c'est-à-dire qu'on considère avant tout, et c'est le sens de l'intervention de François Hollande, on considère avant tout le bénéfice citoyen que pourrait avoir un service civique, et on considère de façon secondaire d'ailleurs la nature des missions, puisqu'on ne sait pas très bien exactement pourquoi faire. Actuellement, on sait comment fonctionne le service civique, c'est-à-dire essentiellement une mission de soutien au domaine associatif. Merci. Merci pour ces éclairages. On pourrait continuer, malheureusement, le temps s'arrête pour nous. Merci. Hervé Drivillon, merci d'avoir été mon invité. Que faire des terroristes, les déchoir de la nationalité française, même s'ils sont nés français et binationaux, les frapper d'indignité nationale? Un débat intense sur lequel revient Stéphanie Despierres. Je me
Parmi les mesures figurant dans le projet de révision constitutionnelle, la déchéance de nationalité. Elle existe déjà pour les binationaux qui ont acquis la nationalité française. Elle sera étendue aux binationaux qui sont nés français. D'ores et déjà, cette idée fait bondir une partie de la gauche. C'est une première entaille au droit du sol. Franchement, je vous le dis, je ne pensais pas que la gauche serait capable de faire ça. C'est non seulement insupportable, mais c'est indigne de ce que la gauche a porté pendant tant d'années. Le débat ne sera pas de savoir si on a retiré au terroriste ou pas. Le débat sera de savoir si quand on est un binational, on est vraiment un Français. C'est ce que l'extrême droite nous sorine depuis des années en disant que non. Bon. Donc si nous on met le doigt dans cet engrenage, on ne s'arrêtera pas. C'est pour ça que moi je suis radicalement contre. Le gouvernement devrait présenter sa réforme constitutionnelle en Conseil des ministres le 23 décembre. Bénédicte Vergès-Chaignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de Vichy et vous avez notamment été l'auteur d'une très belle biographie de Pétain chez Perrin. Si je vous ai invité, c'est parce que ces mots-là, qu'on a l'impression qu'ils sont des mots de l'actualité uniquement, mais d'échéance de la nationalité, d'abord, avant de parler d'indignité, ça renvoie aussi à votre domaine d'expertise, à la Seconde Guerre mondiale. Vichy a énormément utilisé la déchéance de la nationalité. Oui, ça renvoie même à la Troisième République, puisque à la déclaration de guerre en 1939, la Troisième République a créé à titre temporaire une déchéance de la nationalité française possible, qui a frappé par exemple Maurice Thorez quand il a déserté et n'ayant que la nationalité française. Donc devenant apatride. Tout à fait, voilà, quand il est parti en Union soviétique. Et ensuite, dès le mois de juillet 1940, le gouvernement du maréchal Pétain met en place un certain nombre de nouvelles lois de dénaturalisation et aussi de déchéance de la nationalité, alors qui frappent ceux qui sont considérés comme de mauvais Français, soit parce qu'ils sont des étrangers d'origine, soit parce qu'ils ont quitté la France pour continuer la guerre contre l'Allemagne en général. Alors justement, ceux qui ont pu quitter la France, et j'aimerais qu'on regarde une archive ensemble, c'est dans le journal officiel en 1940. Et un autre exemple très fameux. Voilà, très fameux de déchéance de nationalité après Maurice Thorez, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui va perdre la nationalité française, qui va être apatride selon le droit national pendant quelques années. Oui, voilà, on a oublié ça, mais normalement à partir du mois d'août 40. Voilà, le 2 août 1940, on le voit à l'image. Alors, il y a un usage massif, je crois qu'il y a environ 15 000 personnes qui vont être déchues de la nationalité française. Oui, alors 15 000 personnes qui avaient été naturalisées et qui perdent leur nationalité française, et à peu près 500 personnes comme le général de Gaulle, qui sont déchus pour avoir quitté la France en mai ou juin 1940, ou pour faire de la propagande à l'étranger, inciter à la poursuite de la guerre à l'étranger, etc. Donc des gens qui sont traîtres à la patrie, qui sont anti-français, c'est les mots qu'on peut employer aussi. Exactement, oui, qui sont considérés comme des renégats, voilà, des exilés qui ont abandonné la cause française pour se mettre au service de l'étranger. Et donc on les sort du corps national, ils n'existent plus en tant que Français. Tout à fait, et c'est assorti de confiscation de leurs biens en principe. D'accord. Et il y a 7000 juifs, je crois, qui vont aussi perdre la nationalité française, qu'ils avaient acquis alors par naturalisation, ces gens-là ? Oui, tout à fait. Voilà, des juifs d'origine étrangère, parce qu'effectivement, la loi de dénaturalisation, qui aurait pu en principe concerner près d'1 million de personnes, sera essentiellement utilisée contre des juifs d'origine étrangère. Pas contre des Italiens ou des Polonais, vous voyez. Alors la question va se poser ensuite après la guerre, après la défaite. Enfin, on est quasiment, c'est même pas la guerre, même pas terminée, qu'on se pose la question au sein de la France libre, que va-t-on faire des collaborateurs? Est-ce qu'on doit aussi leur imposer une déchéance de la nationalité, créer, alors là pour le coup, des dizaines de milliers d'apatrides? J'aimerais juste vous montrer une première archive ensemble. On est durant le procès Pétain, donc au mois d'août 1945, si je ne me trompe. Oui, juillet-août 1945. Voilà, juillet-août 1945. Et j'aimerais vous faire réagir ensuite à ces images. Dans la salle de la première chambre, le procès Pétain se poursuit. Semaine des témoins à charge. M. Édouard Daladier évoque les souvenirs cruels et honteux de la guerre, de la débâcle et de l'armistice. M. Albert Lebrun rappelle les journées tragiques de Bordeaux, où les chefs militaires ne pensaient qu'à ne plus se battre, et où se heurtaient les thèses de l'espérance à tout prix et de l'abandon à tout prix. M. Jeanneney, président du Sénat, apporte son témoignage sur cet homme
qui ne se fit remettre le pouvoir que pour en abuser aussitôt. Et c'est l'heure du réquisitoire. Le procureur général Mornay, qui fut le lieutenant Mornay du temps de Clémenceau, requiert pour Pétain la peine qu'il requérait pour les traîtres à l'autre guerre, la mort. Tour à tour, maître Isorni, maître Lemaire et le bâtonnier Payen présentent la défense de celui qui fut le maréchal Pétain. C'est l'heure des jurés. Pendant les longues audiences de ce long procès, ces hommes ont entendu se découvrir, se développer, s'expliquer le cas Pétain. C'est à eux maintenant de parler. Pétain est-il coupable? Quel sera le sort de Pétain? Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable. Oui, Pétain mérite la mort. Alors, Pétain mérite la mort et ne sera pas exécuté, on le sait, mais il est aussi frappé d'indignité nationale. Oui, pas de déchéance nationale. Là, les mots sont importants. Alors, en fait, effectivement, dès la fin de l'année 1943, les résistants en métropole et à l'extérieur ont réfléchi à un certain nombre de sanctions. L'idée de la déchéance de nationalité ne les a pas, ils n'ont pas retenu cette idée-là, parce que je pense qu'en étant frappés eux-mêmes, voilà, ils en mesuraient... Ils voulaient être aussi plus du côté de la justice, peut-être? Tout à fait. Alors, et donc, l'indignité nationale, c'est le crime, hein, ce n'est pas la punition. Oui. La punition, elle s'appelle la dégradation nationale. Donc, on constate que les personnes se sont montrées indignes d'être français, soit en travaillant au service de l'Allemagne, en trahissant la France, soit aussi en mettant en œuvre les idées racistes, c'est dans les textes des ordonnances, ou en œuvrant contre l'égalité des Français entre eux. Mais du coup, qu'on soit bien clair, ces gens-là ne perdent pas la nationalité française. Absolument ils restent français, pas. ils ne deviennent pas apatrides. Du tout. Contrairement à la déchéance de nationalité. Bien sûr, non. Ils gardent leur nationalité française. Simplement, ce sont leurs droits civiques qui sont diminués. Ils ne sont plus électeurs. Ils ne peuvent plus être élus, être jurés, voilà. Ils sont radiés de la fonction publique s'ils sont fonctionnaires. Tout à fait. Ils perdent leur grade et leur titre militaire. Ça arrivera au maréchal Pétain qui, normalement, n'est plus maréchal. Et on a noté celui qui fut le maréchal Pétain dans le commentaire. C'est logique. Et ce qui est assez étrange, c'est que lui-même n'avait pas entendu dans l'énoncé du verdict qu'il était reconnu coupable d'indignité nationale et très longtemps par la suite, il demandera s'il était toujours maréchal de France. Parce que c'était quelque chose de très grave pour lui? Exactement, oui. Parce que c'était nier son passé. Oui, et puis il voulait savoir s'il avait été condamné pour trahison ou pour d'autres motifs et s'il était toujours maréchal, effectivement. Alors, pour d'autres, d'être frappé d'indignité nationale, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. J'aimerais vous faire écouter une archive. Alors, on est en 1947, à la fin de l'année 1947, c'est le procès Xavier Vallat, qui était commissaire aux questions juives en 1941 et 1942. Et vous allez entendre la voix du célèbre chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher et la réaction de Xavier Vallat, plutôt content. Eh bien, hier soir, après 2 heures 3/4 de délibération, les jurés parlementaires de la Haute Cour ont condamné Xavier Vallat à 10 ans d'emprisonnement et à l'indignité nationale. Verdict modéré, malgré la pression des jurés communistes qui ont du reste refusé d'assister au prononcé de l'arrêt. Xavier Vallat n'a pu retenir un « merci, messieurs, merci » à l'adresse de ses juges. Il n'a pas pu non plus s'empêcher d'embrasser ses défenseurs. C'est plutôt une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que seulement 10 ans de prison, alors que je pense qu'il s'attendait aux travaux forcés à perpétuité, voire à la mort. Et puis, l'indignité nationale était, elle, une condamnation automatique, puisqu'il avait appartenu à des organes gouvernementaux entre 40 et 44. Est-ce qu'on peut dire que philosophiquement, ou idéologiquement, je ne sais pas comment formuler ça, mais la déchéance comme l'indignité, ça nous renvoie aussi à nos débats actuels, c'est une manière de sortir du corps national, en l'occurrence du régime de Vichy, puis de la 4e République, la République renaissante après la Seconde Guerre mondiale, de sortir finalement des corps considérés peut-être comme impurs, comme anti-français, pour précisément ne pas avoir à se poser la question de cette République qui a enfanté
ces corps dits impurs. Oui, alors c'est vrai que dans le cas de l'indignité nationale, il y a cette dimension du fait qu'on a péché contre la République et pas seulement contre la nation, contre la patrie. Ça, c'est certain. Donc, la sanction, c'est une punition et c'est vrai que c'est sortir les gens du débat public, de la capacité d'influence, de la capacité d'agir sur le corps social et le corps politique. Et effectivement, en même temps, l'amnistie viendra très vite. Dès le début des années 50. Ouais. Et là, c'est un autre Oui, un autre mais sujet. ce que je veux dire, c'est que voilà, ça n'est pas une condamnation à vie. Oui, voilà. Merci. Merci beaucoup, Bénédicte Vergès-Chaignon. Je rappelle l'un de vos derniers livres, Pétain, qui a eu la prix de la biographie à Nîmes en 2015. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Bonsoir. Et puis, comme chaque semaine, un peu de lecture pour terminer cette émission. Cette semaine, j'ai choisi de vous présenter une bande dessinée, Catharsis, qui vient de recevoir hier le prix de la bande dessinée d'actualité et de reportage. Alors, c'est une BD extrêmement émouvante qui raconte, je trouve, avec un talent incroyable, les souffrances intimes de son créateur, Luz, et qui trouve dans le dessin et l'amour la force de continuer. Une bande dessinée qui raconte l'histoire intime d'une année en enfer. Je vous conseille vraiment la lecture de cette magnifique bande dessinée. Et pour terminer, comme chaque semaine, je vais laisser la parole à mon amie, une speakerine auvergnate, arrivée tout droit de l'année 1968. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous souhaitons de passer une très bonne fin de journée. Au revoir à tous. Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'info dans le rétro.